Blooming New, le podcast Mieux-être, corps et esprit. Rencontre avec Abdenour Bidar, philosophe et l'auteur de l'essai « Démocratie en danger », 10 questions sur la crise sanitaire et ses conséquences, publié aux éditions Les Liens qui libèrent. À peine quelques jours après être sorti d'un confinement très strict de près de 2 mois, le spectre du reconfinement rôde toujours en Chine. Une mesure coercitive au regard des dégâts psychologiques et psychiques, notamment chez les jeunes et les tout-petits, rapportée en France par de nombreux médecins psychiatres. À l'instar, par exemple, du professeur Nicolas Franck, que nous avions reçu pour en parler sur Blooming New. À ce sujet, et bien que je m'interdise d'exprimer mon opinion en temps normal, je tiens à partager ici un sentiment profond de tristesse et de honte d'appartenir à une société qui a choisi de sacrifier l'insouciance et la sérénité de ses enfants pour protéger la vie d'adultes en sursis. N'est-ce pas le sens de la vie qu'un parent, qu'une nation se sacrifie et protège ses enfants quoi qu'il en coûte, plutôt que l'inverse? Rajoutons au sacrifice de la jeunesse les autres bouleversements sociologiques liés à la distanciation sociale. Ce qui a pu conduire dans certains cas à une rupture anthropologique en interdisant par exemple le droit d'accompagner ses proches dans la mort ou dans la souffrance. Comme nous l'avions vu avec la sociologue et politologue Anne Muxel. Si le confinement et les autres mesures instaurées par l'état d'urgence sanitaire, comme la restriction des déplacements et le pass sanitaire semblent aujourd'hui derrière nous, comment penser, 2 ans après la première vague, ces moyens coercitifs qui ont été choisis pour protéger les plus fragiles et l'accès aux soins? Quelles limites peut-on franchir pour protéger la vie? Quelles sont les limites de la vie à tout prix? S'ajoute à cela le désinvestissement croissant des Français pour la vie démocratique, comme nous l'a démontré au moment où nous enregistrons le record de 52% de taux d'abstention au premier tour des élections législatives. Comment notre démocratie est-elle en danger et comment peut-elle trouver une nouvelle envergure? Afin de mieux comprendre l'état de notre démocratie, nous recevons aujourd'hui le philosophe Abdenour Bidar, qui dans son dernier essai intitulé « Démocratie en danger » s'interroge sur les événements et décisions prises pendant la crise sanitaire. Abdenour Bidar est philosophe normalien, spécialiste des évolutions actuelles de l'islam et des mutations de la vie spirituelle dans le monde contemporain. Il est également membre de l'Observatoire de la laïcité et haut fonctionnaire sur le sujet de la laïcité au ministère de l'Éducation nationale. Il est enfin co-créateur de Sésame, un centre de culture spirituelle dont la vocation est de transmettre l'héritage des sagesses philosophiques et religieuses d'Orient et d'Occident. Je suis Amal Dadol, une simple curieuse de ce qui fait une vie bonne et heureuse. Abdenour Bidar, bonjour. Bonjour Amal Dadol. Merci d'être avec nous aujourd'hui. Je vous en prie. Alors, vous posez 10 questions sur la crise sanitaire et ses conséquences. Pourquoi cette démarche? Par acquis de conscience, déjà. C'est-à-dire que, en tant que philosophe, en tant que citoyen, je m'en serais voulu si je n'avais rien dit. C'est-à-dire si je n'avais pas manifesté ce qui me semble être la responsabilité de l'esprit critique par rapport à une période extrêmement difficile, une épreuve collective extrêmement difficile que nous avons traversée et qui tout d'un coup s'en est allée. C'est-à-dire que, comme vous l'avez dit, nous sommes dans l'entre-deux tours des élections législatives et ce qui s'est produit pendant 2 ans a été totalement absent de la campagne présidentielle et maintenant totalement absent de la campagne des législatives et totalement absent du débat public. Donc, comme si rien ne s'était passé, je ne comprends pas et je n'accepte pas en réalité que nous soyons passés du catastrophique à l'inexistant. Voilà. Donc, il me semble que la moindre des choses, lorsque nous sommes passés par un événement de cette envergure, c'est qu'il fasse l'objet d'une réflexion citoyenne et, si je le dis de manière un petit peu plus froide, d'un bilan critique. Alors, en interrogeant les décisions de nos gouvernants, vous mentionnez le génie de la véritable démocratie. Ah bah oui, alors bon, ça, je reprends le fil de la grande tradition de la philosophie politique. Elle nous a dit quand même quelque chose d'important sur la démocratie, d'essentiel sur la démocratie, qui est le critère, je dirais, d'une démocratie qui fonctionne bien. Et là, on s'aperçoit qu'on va avoir des petits problèmes. J'explique. Une démocratie qui fonctionne bien, qui est en bonne santé, eh bien, c'est une démocratie qui réussit à assurer aux citoyens le maximum de sécurité par rapport à différents périls, de différentes menaces, différents dangers, etc. Et en même temps, le maximum de liberté. Et une démocratie en bonne santé, une démocratie vivante, c'est une démocratie qui réussit à conjuguer les deux.
Et c'est cela le génie de la démocratie, parce que c'est précisément cela qui a manqué, ou qui manque encore aujourd'hui, à tous les autres systèmes qui ne sont pas démocratiques. C'est-à-dire que là où il y a le maximum de sécurité, souvent, il n'y a pas de liberté. Bon. Et qu'est-ce qu'on a fait pendant la crise sanitaire ? Pendant la crise sanitaire, on a tout sacrifié à la sécurité. Je dis bien sacrifié, j'emploie délibérément ce terme particulièrement fort qui résonne aussi dans nos imaginaires et dans notre histoire. On a tout sacrifié à la sécurité sanitaire. On a tout sacrifié à la préservation de la vie. Alors on peut l'entendre. On peut entendre que quand il y a danger, quand il y a menace, les libertés sont de manière provisoire au moins suspendues. Mais là où ça pose problème, c'est que cette suspension des libertés nous a été imposée d'une manière radicale. Et donc, voilà le danger pour la démocratie, puisque nous nous sommes retrouvés dans un déséquilibre radical entre un maximum de sécurité et, hélas, un minimum de liberté. Et à ce moment-là, donc, on peut se poser la question, avons-nous encore été en démocratie ? Quelque temps avant la pandémie, nous nous moquions du contre-modèle chinois, c'est de la dictature chinoise, au motif que la Chine surveille ses citoyens, contrôle sa population, censure la liberté d'expression, etc. Donc que tout ce qu'elle fait est attentatoire à la liberté et que c'est la preuve que la Chine n'est pas un système démocratique. Qu'avons-nous fait à partir du début de la pandémie ? Nous avons fait exactement comme la Chine. C'est-à-dire que face à un danger, nous n'avons pas été capables de réagir conformément à nos valeurs et à notre génie, et nous avons au contraire choisi un mode de réaction qui est, hélas, il faut le dire, similaire à celui qui a été choisi dans des pays qui n'ont aucun sens de la démocratie, aucun souci de la démocratie. Et de ce point de vue-là, je nous trouve bien optimistes ou bien orgueilleux, pour ne pas dire vaniteux, c'est-à-dire que nous considérons que nous sommes tellement invinciblement démocrates, que nous pouvons ou que nous pourrions prendre à peu près n'importe quelle mesure sans cesser d'être en démocratie. Moi, dans ce livre, je mets simplement en garde contre cette présomption ou contre cette vanité. Attention, la démocratie est quelque chose de fragile. Attention, on peut sortir de la démocratie beaucoup plus vite qu'on ne le croit. Et déjà qu'avant la pandémie, notre démocratie était malade, parce qu'elle est malade. Elle est malade, par exemple, de l'indifférence aux politiques, des records d'abstention que nous battons maintenant régulièrement à chaque élection majeure et mineure. Donc notre démocratie n'est pas en bonne santé, et j'ai peur qu'avec ce qui s'est passé, nous lui ayons infligé un coup de plus, et j'espère que ce ne sera pas un coup fatal. Alors les 4 premières questions et donc chapitres de votre livre se concentrent autour de l'ébranlement durant la crise sanitaire des valeurs fondatrices de la République que vous rappelez comme la liberté, l'égalité et la fraternité. Vous rappelez ainsi que la démocratie a été mise en danger en touchant à la liberté de circulation, à la liberté de présence et d'accompagnement pour ses proches. Que représentent ces libertés pour notre République ? Oui, j'ai choisi de faire les choses de manière un peu méthodique, donc d'ouvrir le champ de la réflexion, parce que si je parle de bilan critique, moi je veux bien admettre que notre réflexion collective et personnelle a été un peu bloquée par la peur, qu'elle a été retardée par l'urgence. Bon, mais maintenant on peut l'espérer, c'est derrière nous, donc il va quand même falloir qu'on se mette à réfléchir. L'été arrive, on a le temps de prendre un petit bouquin comme Démocratie en danger, puis peut-être qu'à la rentrée on va enfin ouvrir un grand débat national. Et donc il fallait un peu de méthode. C'est pour ça que j'ai commencé d'abord par interroger ce qui s'est passé à la lumière de nos valeurs fondamentales, liberté, égalité, fraternité. Là, il y a eu rupture. Il y a eu rupture, c'est-à-dire que ce ne sont pas seulement les libertés élémentaires qui ont été suspendues. Alors on me dit de manière provisoire. Moi je veux bien, mais enfin, 2 ans, c'est quand même un provisoire qui dure. 2 ans, c'est une vraie période de vie. 2 ans, ça a le temps de faire des dégâts. Donc pendant 2 ans, aussi bien les libertés élémentaires, la liberté de circuler, d'aller et venir, étaient soit réduites, soit carrément interdites. Les droits sacrés, les droits et les devoirs sacrés de la personne humaine envers autrui ont été atteints. Et comme vous le disiez dans votre introduction, là on touche au socle anthropologique de ce qui fait notre humanité et de ce qui fait nos sociétés. C'est-à-dire, on n'a pas eu le droit d'aller visiter nos malades, on n'a pas eu le droit d'aller visiter nos anciens, on n'a pas eu le droit d'aller visiter nos mourants. Moi je reçois un nombre de courriers de gens qui me disent « mais moi je n'ai pas, ma mère est morte pendant cette période et je ne peux pas faire mon deuil parce que je n'ai pas pu l'accompagner ». Donc là, on a attenté, encore une fois, au motif de la sécurité sanitaire auquel, comme je le disais tout à l'heure, on a sacrifié tout le reste, on a attenté à des devoirs fondamentaux. Il y a eu aussi rupture d'égalité. Rupture d'égalité parce que, les confinements, évidemment, n'ont pas été vécus de la même manière. Certains l'ont vécu comme un formidable retour à soi, un temps de pause, etc., etc. Mais bon, on n'est pas tous des happy few qui avons pu vivre le confinement dans des conditions privilégiées. Il y a eu beaucoup de souffrances. Il y a eu une hausse des maltraitances. Il y a eu une hausse des violences domestiques.
des violences conjugales, des violences envers les enfants. Il y a eu des effets de confinement dramatiques sur le plan économique. Un certain nombre de gens se sont retrouvés en très grande difficulté financière. Il y a eu un ensemble de préjudices psychologiques parce que vivre un enfermement, en réalité, un emprisonnement chez soi, eh bien, c'est quelque chose qui est extrêmement difficile. Il y a des couples qui se sont déchirés à cause de la promiscuité contrainte aggravée au jour le jour, et puis qui se sont déchirés aussi, on l'a vu beaucoup, sur la question de la gestion de la crise. Vax, anti-vax, il y a eu des oppositions extrêmement fortes. Tout ça, ça a créé de la zizanie, ça a créé de la discorde. On peut parler également, pour le préjudice subi par les enfants, le préjudice d'un décrochage scolaire qui est extrêmement important, dans des proportions évidemment beaucoup plus importantes que ce qu'on connaissait avant. Ça commence à faire beaucoup. Et ça fait encore plus quand on se met à parler de la fraternité, c'est-à-dire du lien social, avec cette injonction paradoxale, protégez-vous les uns les autres, on l'a entendu, ça a été le slogan, je dirais, roi de la crise, mais injonction paradoxale, protégez-vous les uns les autres en ayant peur les uns des autres, en vous représentant l'autre comme un danger, comme une menace, ce qui a engendré, on l'a tous subi, on en a été témoin, des comportements de violence complètement ahurissants. Donc l'évidence du lien, de la nécessité du lien, c'est-à-dire la présence de l'autre vécue avec confiance, la relation à l'autre vécue avec humanité, eh bien tout cela a été gravement endommagé. Déjà, moi, dans Les Tisserands, il y a quelques années, un livre qui a été beaucoup lu, je m'inquiétais de la fracture de tous nos liens. Je disais, notre grande responsabilité collective aujourd'hui, c'est de réparer le tissu déchiré du monde, retrouver le lien à soi, retrouver le lien à l'autre, retrouver le lien à la nature. Eh bien, pour moi, le génie mauvais de cette pandémie a été d'aggraver encore la crise mère de toutes nos crises de civilisation, c'est-à-dire cette crise du lien, parce que là, en l'occurrence, on a envoyé aux gens une injonction paradoxale, aimez-vous les uns les autres en vous méfiant les uns des autres. Moi, je trouve qu'il y a une violence psychologique qui a été infligée, qui est très problématique. Voilà, donc en effet, j'essaie de prendre les choses dans l'ordre, de manière méthodique, jusqu'à d'autres questions. La question de la proportionnalité que vous évoquiez au départ, et que j'ai développée avec cette idée du maximum de sécurité, du maximum de liberté. Mais aussi, il faudrait parler de la façon dont la peur a été répandue, dont la peur a été fabriquée. Ça, il y avait eu quelque chose d'effarant, d'épouvantable. Est-ce qu'on peut quand même, en tant que société, s'interroger sur les conséquences psychologiques, sur les conséquences sociales d'une information qui, de manière continue, va augmenter la peur et va s'adresser à la peur. Et, je dirais, d'une manière un peu perverse, sous couvert de rationalité. Sous couvert de rationalité, c'est-à-dire qu'on va donner chaque jour le nombre de morts, on va proposer, enfin en tout cas dire à la population qu'on lui propose une analyse objective, quantifiée, sérieuse de la pandémie, de sa progression, etc. Mais le résultat, quel est le résultat ? Le résultat, c'est la peur. Et on l'a tous vu autour de nous, c'est-à-dire qu'on a tous vu se développer une espèce de psychose qui, dans certains cas, hélas, a basculé dans l'hystérie. Et on en voit les séquelles aujourd'hui. Beaucoup de gens continuent d'avoir peur. Beaucoup de gens se tiennent à distance. Beaucoup de gens ne vous embrassent toujours pas, alors qu'avant, on se faisait la bise spontanément. Beaucoup de gens continuent de porter un masque, même dans des espaces publics complètement ouverts. Voilà. Donc, on peut admettre qu'il va y avoir une espèce de résilience spontanée par rapport à tout ça, c'est-à-dire qu'on va oublier. Mais ça ne suffit pas. Ça suffit pas pour, je dirais, appréhender et pour apporter un soin à tous les traumatismes, à toutes les séquelles, etc. Donc, je crois qu'on a un rendez-vous qui est à la fois citoyen et humaniste. Alors, je vais me faire un peu l'avocate du diable, ou plutôt de toutes ces consciences qui représentent l'État. Est-ce que finalement, ce dernier ne s'est pas retrouvé face à un choix cornélien, à savoir privilégier les plus fragiles sur le plan sanitaire ou les plus fragiles sur le plan économique et social ? Quel est le bon curseur ? Oui, en effet. Et là, tout à l'heure, je parlais de philosophie politique. Je sais d'expérience, à partir de cette réflexion de philosophie politique, que souvent le politique, c'est le choix du moindre mal. Et que c'est la difficulté de la décision politique. On doit agir vite, on doit agir dans l'urgence. Et souvent, il n'y a pas de bonne solution. Il y a deux solutions, dont l'une est peut-être un peu moins mauvaise que l'autre. Alors, deux choses par rapport à ça. La première, il faut tout de même que nous nous interrogions sur la radicalité des mesures politiques qui ont été prises. Parce que en contexte démocratique, et si nous voulons rester en démocratie, cette radicalité ne va pas de soi. La démocratie ne fait pas bon ménage avec la radicalité, surtout quand la radicalité bascule du côté de la sécurité.
C'est-à-dire que la sécurité est une menace, je dirais l'excès d'ordre, c'est-à-dire l'excès de ce qui est imposé aux citoyens, a toujours été pour la démocratie la menace numéro 1. Donc à chaque fois que nous allons de ce côté-là, à cause de l'urgence et à cause de la nécessité, et parfois on n'a pas le choix, on doit quand même y aller avec prudence. Voilà. Donc il y a cette question de la proportionnalité ou de la disproportion des mesures qui ont été prises. Et puis, deuxième chose, par rapport à ce que je peux entendre, effectivement, il y a la différence des temps. C'est-à-dire qu'on peut admettre que dans l'urgence, un certain nombre de mesures aient été prises. Même si, encore une fois, du point de vue de leur radicalité, moi je pense qu'elles posent problème. Mais après, c'est-à-dire maintenant que la crise est passée, est-ce que nous pouvons faire l'économie d'un regard critique sur la façon dont nous avons géré la crise? Ou alors est-ce qu'on va s'en tirer au niveau politique et au niveau de la conscience publique avec une espèce de simplement de sentiment d'autosatisfaction en se disant voilà, c'est comme ça, on pouvait pas faire autrement. Moi je trouve que par rapport à l'épreuve que nous avons subie, d'une part, par rapport aux séquelles que cette épreuve a engendrées, c'est un peu court, comme disait Cyrano de Bergerac. Mais comment vous expliquez cette omerta sur toute cette période qui a été inédite en France et dans le monde aujourd'hui, alors qu'on a un débat politique qui est installé et qui pourrait être une opportunité pour n'importe quel parti, pas au pouvoir, de questionner ça? Disons que déjà l'omerta ne me surprend qu'à moitié parce qu'elle succède à une période où tout débat a été absolument impossible. Il faut quand même qu'on en ait conscience, il faut qu'on soit quand même, je dirais, honnête avec nous-mêmes. Lucide et honnête vis-à-vis de nous-mêmes. Est-ce qu'on a pu débattre pendant la crise? Pendant la crise, la seule voix qui a été audible, c'est la voix qui nous avertissait avec des trémolos que la situation était absolument catastrophique, des vagues de virus toutes plus méchantes déferlaient sur nous, pauvres pêcheurs, etc. Et donc, toute remise en cause de la radicalité des mesures qui étaient prises était immédiatement disqualifiée, immédiatement diabolisée. Et moi, je m'inquiète pour notre débat public, avant même l'omerta dans laquelle nous sommes aujourd'hui. C'est-à-dire, l'omerta, entendons-nous, pas au sens littéral, bien entendu, mais aujourd'hui, l'absence totale de retour critique sur la question. Ce qui, je trouve, complètement ahurissant et inacceptable, indécent. Mais avant même cela, l'incapacité de notre démocratie à débattre. Et ça aussi, c'est une des questions du livre. Qu'est-ce que c'est que la démocratie? De la même manière que la démocratie, c'est l'équilibre entre sécurité et liberté, la démocratie, son principe, c'est l'acceptation de l'altérité des points de vue. C'est un truc de base. Enfin, je n'invente rien, je ne réclame rien qui soit, je dirais, hors sol ou... Non, je réclame simplement qu'on se souvienne collectivement de ce qui fait qu'une démocratie est vivante et qu'elle fonctionne. Il n'est pas d'accord avec moi, mais comme le disait un de nos grands anciens, même si je ne suis pas d'accord avec lui, je me battrai pour qu'il ait le droit de dire ce qu'il a envie de dire. Bon. Et ça ne s'est pas passé du tout comme ça pendant la crise. C'était même l'inverse. C'est-à-dire que tout point de vue contradictoire a été disqualifié, décrédibilisé, etc. Et là, moi, je m'inquiète beaucoup pour notre capacité à débattre parce que, au-delà même de la question de la crise, j'observe quand même avec inquiétude comment, de manière de plus en plus systématique, tout point de vue qui n'est pas le point de vue de ce qu'on pourrait appeler la pensée dominante est disqualifié. Et deuxième facteur d'inquiétude qui est lié au premier, je suis atterré par la disproportion, une autre disproportion, entre notre capacité à nous indigner de ce qui se passe loin de chez nous et notre incapacité à nous indigner de ce qui se passe chez nous. Actuellement, nous sommes tous indignés par l'Ukraine, c'est-à-dire par l'invasion russe, militaire, aveugle, brutale, violente, complètement folle. Évidemment qu'il faut s'indigner. Évidemment. Nous étions tous indignés avant la crise par la brutalité chinoise et l'absence de démocratie en Chine. Évidemment qu'il faut s'indigner. Mais quand il s'agit de se regarder soi-même de façon un petit peu autocritique, alors là, il n'y a plus personne. Si je peux me permettre, je voudrais ajouter quelque chose. Je m'en étais déjà aperçu il y a quelques années, mais de manière, je dirais, quand même un peu moins violente, quand j'avais écrit ma lettre ouverte au monde musulman. Alors, c'est un texte qui avait été lu dans le monde entier. Il continue de faire son petit bonhomme de chemin. Là, il vient d'être traduit aux presses universitaires de Tokyo. Bon, voilà.
Et ce livre avait paru, et dans le livre, il y a une adresse au monde musulman, une adresse critique au monde musulman, et il y a aussi une adresse critique à l'Occident. Parce que je disais, voilà deux civilisations qui adorent se regarder en chien de faïence et se haïr et se détester, etc. Et ce qui m'avait mis à l'époque la puce à l'oreille par rapport à ce dont je parle, c'est-à-dire l'incapacité de l'autocritique, c'est que souvent, du côté musulman, on me disait « Oh, monsieur, votre critique de l'Occident est remarquable », et du côté de l'Occident, on me disait « Oh, monsieur, votre critique du monde musulman est remarquable ». Et je me souviens d'un de nos grands intellectuels qui, dans le Figaro, avait dit « Oh, ce jeune philosophe-là, il est intéressant, sa critique du monde musulman est intéressante, par contre, je ne comprends pas du tout sa critique de l'Occident. » Voilà. Et ça aussi, c'est difficile dans l'exercice démocratique, et pourtant, c'est indispensable, savoir se regarder en face. Et au lieu d'être dans ce qu'on constate souvent chez nos politiques, c'est-à-dire une espèce d'autosatisfaction permanente, la capacité, mais qui doit renvoyer probablement déjà à une forme d'humilité. Est-ce qu'elle est là, cette humilité, aujourd'hui, dans notre classe politique? Et dire, non, peut-être qu'on a eu la main un peu lourde, peut-être qu'on n'a pas fait les bons choix, etc. Alors, pour aller encore au bout de la critique, quid de la fraternité? Comment a-t-elle pu être mise en danger alors que c'est presque en son nom, pour protéger et sécuriser les plus fragiles, que les mesures restrictives ont été mises en place et que l'État a instauré des mesures de soutien économique envers ceux qui ne pouvaient pas aller travailler, ce qui est inédit, en fait, aujourd'hui. Oui, alors tout n'a pas été noir, bien entendu, parce que lorsqu'on a le souci de faire preuve d'esprit critique, le plus élémentaire, c'est d'avoir du discernement. Il ne s'agit pas de tout critiquer sans distinction. Bien sûr qu'un certain nombre de choses ont été faites et aussi ont été vécues comme telles. Et ça, on doit le prendre en compte. C'est-à-dire que beaucoup de gens vous disent de manière sincère « Ah, mais pour moi, tout ça a été justifié parce que je m'en serais tellement voulu si j'avais contaminé ma mère plus âgée ou ma grand-mère plus âgée ou des gens qui, autour de moi, étaient plus fragiles. » Donc, tout n'est pas blanc et noir. Voilà. Et bon, simplement, comme je l'ai dit tout à l'heure, il y a eu quand même cette injonction paradoxale. Protégez-vous les uns les autres. Et pour vous protéger les uns les autres, protégez-vous les uns des autres. Et ce qui a été insinué, et qui me semble très préjudiciable, c'est une peur de l'autre dans l'esprit de chacun de nos concitoyens. Donc là, moi, quand même, il faut m'expliquer comment on fait du lien en cassant le lien. Voilà. Pour moi, là, il y a quelque chose qui est contradictoire. C'est-à-dire que nous ayons pris notre responsabilité de manière personnelle, de manière ciblée, en disant, effectivement, je ne vais pas prendre le risque d'aller voir un tel, ou je ne vais pas prendre le risque d'aller voir une telle. Là, nous aurions eu quelque chose qui permet de concilier en même temps la protection d'autrui et l'exercice de la fraternité. Bon. Mais là, à la place de s'adresser à la responsabilité des citoyens, et là on revient sur un problème qui est un problème de démocratie, eh bien on a imposé d'en haut une mesure radicale parce que totale, c'est-à-dire abolissant la totalité des liens. Ça ne va pas. Depuis des années, nous avons dans notre société des chantres de la démocratie participative, de la démocratie qui responsabilise les citoyens, etc. Et là, on a fait exactement l'inverse. C'est-à-dire, au lieu de s'adresser à la véritable responsabilité des gens, c'est-à-dire au discernement dans la relation, un tel, je peux aller le voir, il n'y a pas de risque. Cette situation, je peux m'y exposer parce qu'il n'y a pas de risque. En revanche, cette situation, je vais essayer d'être prudent ou je vais peut-être attendre avant d'aller visiter telle personne parce que là, effectivement, ce serait imprudent. Mais là, nous aurions été considérés, si on nous avait laissé ce choix de la responsabilité individuelle ou personnelle, comme un peuple de citoyens adultes. Or, là, avec des mesures qui ont été imposées de manière totale et radicale, on a été complètement infantilisé. Et moi, je sens là-dedans un mépris profond pour le peuple, pour la population, pour nous tous. Votre cinquième question aborde la problématique de la proportionnalité, donc on en a déjà discuté, mais que vous introduisez en vous demandant si le prix à payer pour les mesures sanitaires en matière de liberté, d'égalité, fraternité était proportionnel à la dangerosité du virus. Pourquoi l'État n'a pas tout simplement su trouver l'équilibre entre sécurité et liberté, et qu'est-ce que cela traduit ? Alors là, j'aborde une question sensible, qui est la question de l'évaluation de la dangerosité du virus. Bon, pendant la crise, cette dangerosité a été présentée comme véritablement extrême. Et moi, ce que je déplore, c'est que ne nous ont pas été donnés les chiffres qui auraient permis de mesurer la dangerosité réelle du virus. C'est ce que je fais dans le livre. Dans le livre, je donne des chiffres très simples. Je fais ce qu'on appelait auparavant une règle de 3 et je fais des pourcentages.
Donc, je montre que je lis un petit passage de mon livre, par exemple, au sujet des enfants et des adultes de moins de 39 ans. Donc, la population jeune, tous les moins de 39 ans. En France, c'est une population de 31,9 millions d'habitants. Quand on va voir sur le site Santé publique les chiffres de la mortalité par semaine pendant la période entre mars 2020 et mars 2022, pendant 2 ans, on s'aperçoit que pour cette population des adultes et des enfants de moins de 39 ans, on a une mortalité, un taux de mortalité qui est de 0,00013%. C'est infime. Alors, évidemment, tout de suite, qu'est-ce qu'il faut ajouter ? Il faut ajouter que toute mort est en trop. Bien entendu que toute mort est en trop. Toute mort est une tragédie. La force d'une société démocratique, c'est aussi de lutter de toutes ses forces pour éviter toutes les morts. Mais quelle absence de proportion, quelle disproportion entre le caractère extrêmement anxiogène du discours médiatique et politique, entre le résultat de ce discours politique qui a été de persuader tout le monde d'une menace, d'une dangerosité extrême, et des chiffres qui nous disent que, alors pour la population des plus de 60 ans, c'est pareil, c'est-à-dire qu'on a eu, au maximum des semaines pendant lesquelles la mortalité a été élevée, on a eu une mortalité de 0,02% de la population des plus de 60 ans. Ce ne sont pas des chiffres que j'ai inventés, ce sont des pourcentages que l'on peut calculer à partir des chiffres qui ont été donnés sur le site Santé publique. Voilà la question de la proportion. C'est-à-dire que oui, nous avons été exposés à un virus, oui, nous avons été exposés à un virus d'une certaine dangerosité, mais pourquoi a-t-il été martelé à ce point-là que nous étions exposés à une menace extrême par la communication politique, par la communication médiatique, alors que, en réalité, cette menace, tout en étant réelle, tout en étant sérieuse, tout en étant dangereuse, en particulier et presque exclusivement pour les gens atteints de pathologies multiples, c'est-à-dire que, on l'a vu pendant la crise, le danger mortel du virus a été important, en particulier et presque exclusivement pour des gens qui étaient atteints de plusieurs pathologies. Donc en réalité, pourquoi n'a-t-on pas choisi de protéger ces plus vulnérables, de protéger au maximum ces plus vulnérables, en laissant par ailleurs la vie suivre son cours ? Tandis que là, nous avons arrêté véritablement l'existence de toute une population, alors que la dangerosité létale ne concernait qu'une partie véritablement très infime de cette population. Voilà, pour moi, les questions de proportion et de disproportion. Alors, même, je vais vous dire, à Maldadol, sur ce point, comme sur les autres, j'accepte qu'on me dise que j'ai tort. Je peux me tromper. Je peux faire fausse route. Mais ce qui me semble inacceptable, c'est l'absence de débat. C'est-à-dire que nous ne puissions pas manifester cette différence de point de vue par rapport à ce que j'appellerais la parole officielle, c'est-à-dire l'idée que, voilà, on a bien agi, circuler, il n'y a rien à voir, et tout ce qu'on a fait était normal et nécessaire, circuler, il n'y a rien à voir. Je pense que c'est indigne d'une société démocratique que de s'en tenir là-dessus à ces évidences qui n'en sont pas, qui ne vont pas de soi. Et de ce point de vue, et c'est pour ça qu'au début de notre entretien, je parlais d'un acquis de conscience, vous savez, le philosophe, comme disait Bertrand Russell, c'est celui qui voit des problèmes là où tout le monde voit des évidences. Pour moi, il n'y a pas d'évidence dans tout ça. Pour moi, il y a des problèmes qui demandent à être soulevés par des débats. Je ne demande qu'à être convaincu que je m'inquiète pour rien, ou que je m'inquiète à tort, ou que je m'inquiète de manière excessive, mais j'aimerais qu'il y ait des espaces démocratiques pour en parler. Le slogan de la politique sanitaire a été « Protégez-vous les uns les autres ». Il a servi d'argument moral et citoyen à toutes les mesures de confinement, d'isolement, de distanciation sociale, de respect des gestes barrières, de port du masque, etc. Mais ce slogan ne va pas sans poser de graves difficultés derrière son apparente simplicité. Car si l'on prend la peine d'expliciter la logique complète de son argument et de ce qui a été effectivement demandé aux Français, la même phrase devient « Protégez-vous les uns des autres pour vous protéger les uns les autres ».
La formule est étrange, elle est dérangeante, oui. Oui, en effet, parce qu'elle fait apparaître le caractère d'injonction paradoxale du message politique envoyé à la population. Si ce n'est dans l'intention, au moins dans le résultat, n'a-t-on pas en effet demandé aux gens de se défier les uns des autres, de se considérer réciproquement comme danger potentiel? Et tout cela sous couvert de prendre soin d'autrui? Mais alors cela veut dire, et c'est totalement contradictoire, que l'on a dû se tenir éloigné pour se témoigner sa proximité, ne plus se toucher, ne plus s'embrasser et même cesser de se voir parfois, pour se dire qu'on s'aime. Comment donc notre raison et nos émotions ont-elles pu supporter sans dommage pour notre santé psychique une telle contradiction ou double contrainte? Ne plus s'approcher les uns des autres, mais ne pas se couper les uns des autres. Alors, Abdenour Bidar, vous venez de nous offrir la lecture d'un passage de votre livre. Pourquoi avez-vous choisi cet extrait? Parce que ce qui me semble le plus important, finalement, c'est la souffrance. Voilà. C'est-à-dire que, je peux exprimer les choses de manière un peu plus froide, en parlant de démocratie en danger, de risques politiques, etc. Mais en réalité, c'est surtout notre humanité qui est concernée. C'est-à-dire, est-ce que notre vie sociale est un écosystème d'humanité? Est-ce que notre vie sociale est un écosystème d'humanisation? Est-ce que notre vie sociale est un écosystème de fraternité? Moi, c'est ça le souci que j'ai depuis des années dans tous mes livres et dans tous mes engagements. Et voilà ce que je déplore pendant la crise, c'est que, une fois de plus, on a raté l'opportunité de se saisir d'un événement pour grandir en humanité, pour grandir en fraternité. Et moi, si on me dit que ça a été un moment de grande responsabilité collective, etc., je dis non. Ne nous voilons pas la face. Arrêtons de nous raconter des histoires. Déjà qu'on a du mal en temps ordinaire à faire fonctionner nos espaces sociaux, le lieu où l'on vit, le lieu où l'on s'engage, le lieu où l'on travaille comme un écosystème de fraternité, là on a encore cassé quelque chose, on a encore éloigné les gens les uns des autres. Et le prix, c'est la souffrance. C'est-à-dire qu'on fait des individus qui sont de plus en plus isolés. Ça a été terrible pendant la crise, le sentiment d'être isolé. On fait des individus de plus en plus isolés, et à partir de là, des individus qui, je dirais, non seulement dont l'âme étouffe complètement dans nos sociétés, mais des individus qui n'ont plus du tout la ressource de pouvoir compter les uns sur les autres et de pouvoir s'aider, mutuellement, à donner le meilleur d'eux-mêmes. Là, comment est-ce que vous voulez donner le meilleur de vous-même? Comment est-ce que vous voulez construire quelque chose sur le plan de la relation quand vous êtes confiné pendant 2 ans? Quand pendant 2 ans, soit vous êtes confiné, soit vous travaillez derrière un écran, vous êtes astreint à des couvre-feux, vous êtes astreint à des restrictions de liberté pour vos déplacements. Moi, il va falloir m'expliquer comment tout cela va nous faire aller vers la fraternité. Je n'y crois pas. Je pense que c'est au contraire très préjudiciable et que c'est même catastrophique et que plus que jamais, l'appel que je lançais dans les tisserands, réparer ensemble le tissu déchiré du monde, eh bien, aujourd'hui, nous devons nous en saisir au sortir de cette crise qui a encore aggravé la rupture de nos liens nourriciers. Parce qu'en réalité, moi, l'être humain, si je peux pas avoir de lien avec l'autre, si je peux pas avoir de lien avec moi-même, si je peux pas avoir de lien avec la nature, c'est-à-dire si je vis dans un état de dissociation permanente, eh bien, petit à petit, je m'étiole, je perds mes forces, j'intériorise un sentiment d'impuissance et je meurs. C'est vrai qu'on a été même privé de nature. On n'avait pas le droit d'aller dans les bois, ni même se balader à la plage. Voilà, mais voilà. Et ça aurait, non, mais ça a l'air de rien, mais ça aurait dû nous mettre quand même en alerte. C'est-à-dire, c'est pas anodin pour l'être humain de vivre dans des environnements alors qui sont déjà notre lot quotidien, des environnements de béton, des environnements de ce que j'appelle moi la matière morte. On n'est plus du tout relié au quotidien, au vivant. Bon, on est des exceptions de vivants dans la matière morte du béton. Voilà, chercher l'erreur, voyez. Et donc, quand on appréhende un événement, c'est-à-dire quand on gère, pour employer un mot qui est pas très joli, un événement en aggravant ce qui est déjà un vice de civilisation, à savoir la coupure avec la nature, là quand même, ça devrait nous mettre en alerte. Vous regrettez dans votre livre que l'argent ait été le principal curseur décisionnel. Pourquoi ? En tout cas, vous interrogez effectivement là. Oui, non, la place de l'argent et la question de l'argent, elle est relativement mineure. Quand même, à 2 niveaux, elle m'interpelle.
Et encore une fois, la vocation de ce livre, c'est pas, même si je pose 10 questions et que j'essaie d'être méthodique et un peu je parlais des infrastructures. Voilà. Il y a des questions que je ne pose pas. Je pense que là, on peut faire mieux sur la question de l'argent, mais il y a quand même deux questions. D'abord, c'est toujours pareil. À qui profite le crime? À qui profite le crime? C'est-à-dire que là, il y a eu, pendant la crise, des enrichissements absolument faramineux, ne serait-ce que du côté de l'industrie pharmaceutique. Est-ce que c'est normal? Est-ce que c'est acceptable? C'est-à-dire, je repose la question en termes démocratiques, est-ce que nous avons bien la garantie que c'est l'intérêt général qui a été servi dès lors que le profit privé a été servi à ce point? Est-ce qu'il va de soi que les deux vont de pair? Moi, si les deux vont de pair et que ça va de soi, il faut m'expliquer quand même. Parce que j'ai toujours appris que l'intérêt général exigeait une distribution ou une redistribution équitable du profit. Donc en réalité, quand le profit va se trouver concentré dans un certain nombre de mains et va se trouver, je dirais, capté par des intérêts privés, il faut quand même m'expliquer, à moi, le philosophe de philosophie politique, en quoi on a la garantie que c'est bien malgré tout l'intérêt général qui était aux manettes. Bon, ça c'est le premier point. Deuxième point, c'est plutôt la question de la rupture d'égalité, c'est-à-dire la question des classes sociales. On sait en France que, et c'est pour ça nos intellectuels n'arrêtent pas de dire que Marx est à nouveau d'actualité, on sait en France qu'il y a à nouveau un problème très grave de classe sociale, avec des classes populaires qui sont dans une difficulté de plus en plus grande, avec une classe moyenne qui se sent toujours plus déclassée, avec une classe de gens aisés et au-delà des gens aisés, même de gens super riches qui vont concentrer dans leurs mains une part extrêmement importante de la richesse disponible. Bon, eh bien là encore, c'est comme avec la nature. On sait déjà que c'est le problème récurrent, le problème chronique de nos sociétés que d'aggraver les inégalités de revenus, les inégalités d'argent, les inégalités économiques. Et on ne va pas s'inquiéter d'un traitement de la crise qui a encore aggravé cette disparité économique, c'est-à-dire qui a touché évidemment beaucoup plus et qui va toucher de manière beaucoup plus durable les plus vulnérables, qui ont subi des préjudices économiques pendant cette crise, préjudices dont ont été à l'abri évidemment ceux qui sont davantage dotés sur le plan économique. Voilà. Donc moi, ce sont ces deux entrées, si vous voulez, vers cette question de l'argent. Voilà. Vous abordez également la responsabilité des médias, et notamment les chaînes d'information en continu. Comment contribue-t-elle à fragiliser la démocratie ? Si on regarde le fonctionnement des médias, je suis les médias sur Internet, à la télévision, etc., comme tout citoyen, et puis de temps en temps, je suis invité pour participer à telle ou telle émission, pour faire telle ou telle intervention. Quand on regarde ce fonctionnement, on s'aperçoit que c'est un flot continu. Ça ne s'arrête jamais. Et c'est ça qui est très préjudiciable déjà. C'est-à-dire que pendant cette crise, les médias n'ont parlé que de la crise sanitaire, donc il y a eu une focalisation absolument exclusive, comme si ça devenait l'alpha et l'oméga des problèmes de la société, comme si tout le reste des problèmes de la société était suspendu, ce qui est faux, tout simplement. Donc là, il y a eu un déséquilibre absolument manifeste et scandaleux, parce que pendant ce temps-là, beaucoup d'autres problèmes continuaient d'être présents. Et ce qu'on peut aussi critiquer concernant le rôle des médias, c'est l'absence d'autocritique, parce que justement, ça va tellement vite, et à présent, on est passé à autre chose. Regardez, on a basculé de manière, là aussi, totalement focalisée et exclusive. On est passé sur les élections, et puis on a commencé à parler d'Ukraine. Un sujet chasse radicalement un autre sujet, et il n'y a pas du tout dans nos médias le temps du retour critique. Donc ça, pour moi, c'est le premier point. Critique par rapport à l'absence de retour sur ce qui nous a été asséné pendant des mois et des mois, ce scénario de la dangerosité extrême de la crise, et c'est mon deuxième motif d'interrogation et mon deuxième grief. C'est-à-dire que dans tous les médias, ou presque, il y a eu ce que j'appelle dans le livre une fabrique de la peur. C'est-à-dire un traitement de l'information qui n'a eu pour résultat objectif que d'installer la population, d'abord en état d'hypnose et puis en état de psychose. En état d'hypnose, c'est-à-dire pourquoi ? Parce que les esprits ne pensaient plus qu'à cela. Les gens n'avaient plus rien d'autre en tête que cette idée d'une menace, d'un virus extrêmement dangereux qui va tuer tout le monde. Bon. Donc hypnose et psychose. Psychose parce que on a répandu cet imaginaire d'un virus d'une dangerosité mortelle extrême, ce qui ne me paraît pas juste, parce que, encore une fois,
Nous savons très bien, et nous le déplorons, nous en souffrons, ce sont les plus vulnérables qui ont été touchés, ce sont les plus vulnérables qui étaient en danger de mort, mais ce n'est pas cette conviction-là qui s'est imposée dans la population. La conviction dont la population a été persuadée est que tout le monde était dans un état de danger extrême, exposé à un danger absolument mortel. Donc les médias, de mon point de vue, ont manqué de discernement, ils ont manqué à leur devoir, qui est de donner une appréciation juste de la réalité. Et c'est là qu'on bascule dans quelque chose qui est davantage de l'ordre de l'idéologie que de l'information. Et c'est difficile pour le citoyen que nous sommes, parce que nous le savons aujourd'hui, avec toutes les sources d'informations auxquelles nous sommes exposés ou auxquelles nous avons accès, il y a cette question profonde dans nos sociétés de la désinformation et des fake news. Mais où sont les fake news? Et d'où vient la désinformation? Est-ce que nous avons la garantie que la désinformation ne vient pas de tous les médias que nous reconnaissons comme fiables? Et moi, je pense, de ce point de vue-là, que les médias que nous reconnaissons comme fiables et qui se considèrent comme fiables, tous nos grands médias, devraient se poser la question de ce qui les protège eux-mêmes du risque d'être dans la désinformation. C'est-à-dire que la désinformation, c'est comme l'absence de démocratie, c'est toujours l'autre. La désinformation, c'est toujours le média qui est instrumentalisé en sous-main par on ne sait quel groupe d'intérêts étrangers. Mais nous, non, on ne risque pas de faire de la désinformation. Moi, je pense que, là, encore une fois, le sens de l'autocritique manque. Parce que quand je regardais le flot d'informations continue de tous nos grands médias, tous les médias qui sont reconnus, qui ont pignon sur rue, qui ont une bonne réputation, sur lesquels on peut compter, c'est vrai, on peut compter sur eux, mais pendant la crise, ils nous ont récité un discours absolument unilatéral et un discours absolument radical, sans accorder d'espace au débat et sans accorder de place à la relativisation de cette parole de peur qui a été administrée, qui a été martelée à tous nos concitoyens et qui a fait basculer tout le monde dans l'hypnose et la psychose, voire dans l'hystérie. Que dirait le philosophe sur notre rapport collectif à la mort ? Là aussi, ça fait partie. Bon, mais là, on est à l'arrière-plan, on est dans le fond d'écran de la civilisation, de la culture, de la société. Mais là aussi, ça fait partie des grands impensés qui ont été révélés par la crise, mais qui ont été révélés sans l'être. Et c'est ça qui est hyper frustrant. Et c'est pour ça qu'il faut qu'il y ait un débat. Il ne faut pas qu'il y ait seulement un débat sur les institutions. Il faut qu'il y ait un débat sur des questions aussi comme ça, qui sont des questions anthropologiques, qui sont des questions humaines fondamentales. C'est-à-dire qu'en fait, cette crise, le traitement de cette crise, c'est-à-dire cette espèce de violence avec laquelle on a cherché à se protéger du virus à tout prix, montre quand même qu'on a un problème avec la mort. On a un problème avec la mort, c'est-à-dire que dans nos sociétés, la mort n'a plus de place. Elle n'a plus aucun sens. Indépendamment même de la crise, il y a une coupure radicale entre le monde des vivants et le monde des morts. Et tout ce que suscite la mort chez la plupart de nos contemporains, c'est simplement la peur. Et même dans un certain nombre de cas, une peur panique. Comme s'il était devenu étranger à la conscience humaine, le sens de la mort, simplement. Là, je ne suis pas en train de dire qu'il s'agit d'adhérer à des croyances sur le devenir posthume, sur ce qui se passe après la mort, etc. Mais simplement avoir la capacité, en tant qu'être humain, à regarder la mort en face. À se dire qu'en effet, effectivement, je vais mourir un jour, peut-être que je mourrai même plus tôt que prévu, et je vais devoir l'accepter. Et je vais devoir aussi conduire ma vie en fonction de cela. C'est-à-dire me poser la question de savoir si j'ai vécu dignement, si j'ai été fidèle à moi-même, si je ne me suis pas trompé d'existence, parce que, en effet, tout cela n'est pas indéfini, tout cela n'est pas indéterminé, mais c'est un sursis. Et à un moment donné, il y a quelque chose qui va arriver qui s'appelle la mort. Mais ça, on veut plus le voir. On veut plus le voir du tout. Et donc, le virus, la façon dont on a eu une peur panique du virus, a mis cela en lumière, mais curieusement, alors même que ça l'a mis en lumière, on l'a pas vu. Ce sont les fameuses évidences qui crèvent les yeux. Et donc, il faudrait, moi c'est ce que j'appelle de mes vœux, que le grand débat qu'on devra avoir sur ce qui s'est passé pendant la crise aille jusqu'à ces questions fondamentales. Qu'est-ce qui a manqué alors, du coup, au génie démocratique, ou en tout cas pour que le génie démocratique s'exprime? Comment aurait-il pu s'exprimer? Quels sont les ingrédients
qu'il aurait dû... qu'il aurait pu... Alors déjà, quelque chose de très très simple, on l'a un peu évoqué tout à l'heure rapidement, c'est s'adresser davantage à la responsabilité citoyenne. C'est-à-dire faire confiance aux citoyens. Ça aurait été vraiment, on aurait pu se saisir de l'événement pour faire un exercice grandeur nature de démocratie participative et de responsabilisation citoyenne. C'est-à-dire en disant aux gens, voilà, il y a un virus, il touche les plus vulnérables, donc il y a des gens dans votre entourage qui sont potentiellement en danger, vous devez faire attention à ne pas les contaminer, donc faites le compte des gens qui sont en danger et adaptez vos comportements en fonction de cela. Voilà. Et là, on se serait adressé à la responsabilité citoyenne au lieu d'enfermer tout le monde. Bon. Et on ne l'a pas fait. Donc là, il y a quelque chose qui aurait été véritablement extrêmement concret. Alors qu'on aurait pu s'inspirer de pays nordiques, qui eux ont choisi effectivement la responsabilité ou de responsabiliser. Comment expliquer qu'on se soit inspiré de pays autoritaires, avec des régimes autoritaires? Alors, d'abord, en effet, deux choses. D'abord, oui, on pense en particulier à la Suède, qui a refusé les confinements, etc. Mais on sait que ce sont des pays qui ont une tradition démocratique qui est différente de la nôtre. C'est-à-dire que cette tradition démocratique, c'est une tradition justement collaborative, coopérative, participative, basée sur le problème de la responsabilité personnelle, basée sur la confiance que l'État accorde aux citoyens, etc. Nous sommes un vieux pays hyper centralisé, dans lequel le pouvoir a pris la mauvaise habitude de s'exercer de manière descendante, directive. Beaucoup de choses sont imposées d'en haut. Les citoyens sont passifs par rapport à cela. Alors ils râlent un petit peu, mais il y a dans notre démocratie toujours ce virus, c'est pas du tout un jeu de mots, de ce que les philosophes classiques appelaient la servitude volontaire, c'est-à-dire qu'on parle beaucoup de liberté, mais finalement on préfère obéir. Voilà. Et on sait que dans le tempérament français, il y a quelque chose comme ça. On aime bien dire que on est un peuple libre, qu'on est un peuple qui dit non. Moi, c'est ce que j'avais développé dans Génie de la France. Le génie de la France, c'est ce sens de la liberté, c'est savoir dire non. Toutes nos grandes figures sont des figures de gens qui ont dit non, qui se sont insurgés, qui se sont indignés, qui se sont révoltés, etc. Sauf que, à chaque période historique durant laquelle il faut dire non, c'est quand même pas la majorité qui dit non, c'est toujours une minorité. Tout le monde n'a pas un grand-père résistant, même si tout le monde raconte qu'effectivement un tel ou un tel dans sa famille a fait de la résistance. Pendant la Deuxième Guerre mondiale, la résistance, c'était très peu d'individus qui se sont véritablement engagés. Voilà. Donc, la France n'était pas résistante. Non, d'ailleurs. donc par rapport à, évidemment pas majoritairement résistante, très loin de là. Mais ça fait partie de nos mythes fondateurs. Donc en réalité, on a là encore quelque chose que la crise aurait dû mettre en lumière, mais on revient à ce qu'on disait, c'est-à-dire une évidence qui ne crève pas les yeux alors qu'elle devrait crever les yeux, c'est que en fait ça nous a renvoyé à nous-mêmes cette image d'un pays qui ne sait pas être démocratique. Voilà, c'est aussi simple que ça. C'est-à-dire on proclame qu'on est le pays de la liberté, de l'égalité, de la fraternité. On l'est à un certain nombre d'égards. Faut pas jeter le bébé avec l'eau du bain et encore une fois voir les choses en blanc-noir, mais on n'est jamais réellement à la hauteur de nos ambitions démocratiques et de notre ambition de liberté, égalité, fraternité, qui reste chez nous une référence encore trop fantasmatique. Elle est réelle à certains égards, mais elle reste encore trop fantasmatique. Et de ce point de vue-là, ce qui devrait nous inquiéter, comme vous l'avez dit, c'est que inversement, tout naturellement, on s'est mis à faire la même chose que les pays les plus autoritaires de la planète. Et ça, je ne comprends pas qu'on ne s'en étonne pas. Je ne comprends pas qu'on ne le voit pas. Donc là, une fois de plus, avec ce livre, j'ai assez souvent l'impression qu'ont les philosophes. Bon, et là, je me rends compte que j'échappe pas à mon espèce, quoi, et à ces vicissitudes. On a l'impression de prêcher dans le désert. C'est-à-dire qu'on a véritablement l'impression de soulever des problèmes qui n'intéressent personne, ou de soulever des problèmes que les gens ne voient pas, c'est-à-dire ils voient des évidences, alors qu'il y a quelque chose, moi, que je trouve profondément inquiétant. On a fait exactement comme la Chine. Ça, déjà, devrait suffire à nous alerter, devrait suffire à nous inquiéter. Abdenon Bidar, comment êtes-vous devenu philosophe ? C'est comme Obélix avec la marmite de potions magiques. Je suis tombé un peu dedans quand j'étais petit. C'est-à-dire que j'avais une maman avec laquelle je discutais beaucoup, qui est toujours en vie, qui est une grande érudite, qui très jeune m'a initié à différents univers intellectuels, la philosophie, la mythologie, la spiritualité, la littérature.
la poésie. Donc, si je pense à mon enfance, je pense à une conversation permanente avec une maman Socrate. Voilà, je dirais les choses comme ça. Voilà. Et à partir de là, eh bien, la philosophie s'est imposée naturellement parce que c'est la discipline, c'est une exigence. Hein, la philosophie, c'est vraiment difficile. C'est une exigence du questionnement, une exigence intellectuelle, c'est une exigence morale aussi parce que ce sont pas les questions philosophiques, ce sont pas des questions abstraites, ce sont des questions qui nous engagent déjà personnellement par rapport à une conduite de vie. Si je réfléchis sur le bien, le mal, le juste, l'injuste, le bonheur, le malheur, la paix, la guerre, la violence, la non-violence, je suis obligé, moi, en tant que philosophe, de me poser la question de savoir si j'ai une vie qui me met en conformité avec un certain nombre de concepts, avec un certain nombre d'idéaux, avec un certain nombre de valeurs, etc. Donc, pour moi, c'est une affaire ancienne. C'est pas seulement un parcours de pensée, c'est aussi un parcours de vie, en fait. C'est aussi une exigence de vie. Et on n'est pas toujours à la hauteur de cette exigence, hein, parce que, comme le disait, je ne sais plus quel adage, qui disait l'esprit est ardent, mais la chair est faible. Pas tellement la question de la chair, c'est la question simplement de notre humanité ordinaire. Un philosophe, c'est un homme ordinaire, hein, c'est-à-dire que c'est quelqu'un qui a ses doutes, qui a ses contradictions, qui des fois y arrive, qui des fois y arrive pas. Mais la philosophie, c'est une discipline, c'est une exigence, et moi, je lui dois de faire au moins, toujours dans ma vie, l'effort de me tenir droit. De quel philosophe, ancien, moderne, contemporain, vous vous sentez le plus proche ? Alors, bon, moi, mon éducation intellectuelle a été bien au-delà de la philosophie, puisque j'ai été beaucoup nourri aussi de spiritualité, dans ma culture musulmane, mais aussi beaucoup de spiritualité chrétienne et de spiritualité hindoue. Voilà, ça, c'est vraiment quelque chose qui était très très présent à la maison, là encore dès l'enfance. Donc, je vais vous donner plusieurs références. Alors, du côté de la philosophie occidentale telle qu'on la connaît, etc. Pour moi, le grand maître de sagesse, ça a toujours été Platon. Voilà, donc je vais chercher au plus loin, et pour moi, la relation entre Socrate et Platon est exemplaire. Je dirais même plus Socrate que Platon, parce que pour moi, Socrate, c'est l'antimètre. C'est l'antimètre, c'est-à-dire celui qui détruit toutes les idoles, qui déconstruit toutes les certitudes, celui qui accepte d'être dans l'instabilité intérieure du « je ne sais pas hein, », ou « je ne sais qu'une seule chose, c'est que je ne sais rien », et qui nous dit donc que la vérité est ailleurs, ou qu'elle est pas forcément ailleurs, mais qu'elle est trop subtile pour qu'on s'en fasse une certitude. Voilà. Donc pour moi, la figure d'antimètre de Socrate est importante. Et puis ailleurs, moi je me suis beaucoup nourri aux grands mystiques. J'ai beaucoup aimé du côté chrétien Maître Eckhart, par exemple, le grand mystique rénan du Moyen-Âge. On est entre le XIIIe et le XIVe siècle. Donc lisez Maître Eckhart, c'est vraiment extraordinaire. Les sermons de Maître Eckhart, par exemple. Donc une spiritualité chrétienne qui va bien au-delà de la religion, je dirais. Hein, c'est-à-dire bien au-delà du prêchi-prêcha, qu'il soit chrétien d'ailleurs, ou musulman, juif, etc. Chez Maître Eckhart, aller vers Dieu, c'est aller en réalité, comme c'était déjà le cas chez Augustin, Saint Augustin, c'est aller vers le plus intime de soi en soi. Hein, donc c'est cette présence intérieure de quelque chose de transcendant, cette ouverture, cet éveil à quelque chose qui nous traverse et qui nous dépasse, qui ne nous écrase pas, mais qui nous appelle. Donc c'est très puissant, c'est très beau, c'est tout un art de vivre. J'ai été marqué aussi par les mystiques musulmans, très marqué par Ibn Arabi, par exemple, que la mystique musulmane appelle le plus grand des maîtres. Voilà, qui dit par exemple l'amour est ma religion et ma foi, et qui dit mon cœur est devenu un temple pour le moine, mon cœur est devenu une synagogue, c'est-à-dire qui dit en réalité arrêtez de vous battre, arrêtez de vous chamailler autour de vos religions, de vos idéologies, tous. Comme disait Teilhard de Chardin, tout ce qui monte converge, et un sage est un sage, et il n'est pas plus bouddhiste que musulman, etc. Donc prenez un chemin, le vôtre sera le meilleur. Prenez un chemin, et puis peut-être qu'au bout de ce chemin, vous pourrez espérer à un moment donné trouver au fond de vous-même un espace qui est un espace d'ouverture immense, un espace de paix, un espace de tranquillité. Voilà, qui en même temps ne vous protégera de rien, parce que c'est pas une baguette magique. Vous continuerez aussi d'être ce petit bonhomme qui souffre, qui doute, etc., etc. Voilà, donc ça, je l'ai beaucoup trouvé chez Ibn Arabi. Et puis, j'ai été très marqué, moi, je crois que c'est l'homme qui m'a le plus marqué dans ma vie, pourtant je l'ai jamais rencontré, par un sage indien, un sage donc de l'Inde, qui s'appelait Ramana Maharshi. Ses entretiens ont été publiés il y a quelques années chez Albin Michel. C'était un sage qui vivait dans le Tamil Nadu, donc on est dans le sud de l'Inde,
dans la tradition shivaïte et la tradition de ce qu'on appelle l'Advaita Vedanta, c'est-à-dire l'école de la non-dualité. Il vivait dans une petite ville qui s'appelait Tiruvannamalai. Il est mort en 1950. Bon, moi, je suis né en 1971, hein, donc je ne l'ai pas rencontré. Mais j'ai séjourné dans son ashram, voilà. Et j'ai toujours été bouleversé, vraiment bouleversé par cet homme et par sa simplicité. C'est-à-dire que, vous savez, il disait à ses visiteurs, alors les visiteurs venaient le voir, lui disaient, maître, qu'est-ce que je dois faire? Est-ce que je dois jeûner? Est-ce que je dois faire tel yoga? Est-ce que je dois faire tel exercice? Est-ce que je dois faire ceci? Je lui dis, écoutez, faites ce que vous voulez. Faites vraiment ce que vous voulez parce que de toute façon, tout ce que vous cherchez est déjà là. Tout ce que vous cherchez est déjà là, en vous, dans le plus petit de vos instants. N'attendez pas qu'avant votre mort se produise une révélation, quelque chose d'extraordinaire qui va vous donner la clé, etc. C'est simplement, faites attention à ce qui est là. Voilà, simplement. Voilà. Et moi, j'aime bien ça. J'aime bien ça. Voilà. Ça, pour moi, et sans jeu de mots, c'est un vrai vaccin. En quoi croyez-vous? En beaucoup de choses. Je crois en l'être humain. Vraiment. Je devrais être beaucoup de choses. Alors, comme je suis philosophe, je suis très critique, très exigeant, souvent pas content. Mais malgré tout, dans le fond, je suis de plus en plus optimiste. Voilà, c'est bizarre, hein, je pourrais pas l'argumenter parce que à l'époque où on nous prédit l'effondrement, où la collapsologie nous dit que vraiment ça y est, cette fois c'est fini, etc. Je pourrais, comme tout le monde, m'épouvanter à la lecture des rapports du GIEC sur le climat, etc. Et puis je vois tous les dysfonctionnements de nos sociétés, de notre civilisation devenue un peu folle, avec la menace transhumaniste. Enfin bon, il y a des menaces de tous les côtés. Mais ma foi en l'homme, en l'être humain, pas en l'homme masculin, en l'être humain, est de plus en plus profonde et sereine. Vraiment. Alors, je vois évidemment, comme beaucoup, des épreuves importantes se profiler à l'horizon, parce que quand même, on est dans des désordres vraiment radicaux, dans des déséquilibres radicaux. Mais j'ai confiance en la capacité de l'humanité à surmonter cela. Et j'ai presque l'impression qu'il y a une sagesse ironique dans la nature et dans l'univers qui nous confronte à ce qu'on peut affronter. Voilà. Et qui nous envoie, je le dis d'une manière non religieuse, hein, qui nous envoie des épreuves pour lesquelles nous sommes prêts, alors même que nous pensons que cette fois-ci, face à cette épreuve, c'est fini, c'est trop tard, on ne va pas y arriver. Donc, je suis évidemment, comme tout le monde, inquiet pour la justice, je suis inquiet quand je vois les phénomènes de migration, je suis inquiet face au climat, je sors de cette pandémie, on en a parlé, extrêmement inquiet, etc., pour notre démocratie. Mais tout ça sur un fond d'optimisme, de confiance, de sérénité. Et d'ailleurs, c'est ce qui me donne, je dirais, la force d'écrire et la tonalité à mon écriture. Moi, je suis pas quelqu'un qui écrit avec colère, je suis pas quelqu'un qui écrit avec ressentiment ou qui écrit comme un Cassandre, c'est-à-dire sur un mode catastrophiste. Non, j'essaye toujours de dire, voilà, on peut être lucide, et donc très critique en étant lucide, mais en réalité, tout ce à quoi nous réfléchissons ensemble, tout ce que nous essayons de mettre ensemble en place, tout ce pourquoi nous engageons, tout cela doit être un écosystème, pas seulement de fraternité ou d'humanité, comme je le disais tout à l'heure, mais un écosystème de confiance. C'est-à-dire comment tout ça va nous faire prendre confiance et gagner en confiance. Voilà. Donc je crois en quelque chose qui est en l'être humain. Je suis spécialiste d'un penseur musulman qui est mort aujourd'hui, enfin depuis longtemps, qui s'appelait Mohamed Iqbal. Et Mohamed Iqbal, il dit, toi l'être humain, tu n'es qu'un grain de poussière. C'est rien, un grain de poussière. Mais il dit attention, parce que dans cette grain de poussière, il y a un atome d'or. Qu'est-ce qui vous inspire ou vous émeut? De plus en plus, avec l'âge, la détresse. Voilà. Je pense que plus jeune, j'étais plus insensible. Ouais. Je pense que j'étais plus insensible. Parce que peut-être aussi, j'ai beaucoup vécu à l'intérieur de moi-même. C'est peut-être pour ça aussi que j'ai fait de la philosophie, c'est-à-dire que j'ai souvent l'impression de vivre profondément dans une région intérieure où je suis assis tranquillement, très loin du monde en fait, très loin de cette réalité. Donc j'ai eu pendant longtemps une capacité à me sentir concerné par la réalité extérieure qui était très faible en fait. Et petit à petit, avec l'âge, j'ai l'impression de sortir de moi-même et d'être vraiment affecté par la souffrance. Voilà. Donc de là aussi l'envie d'intervenir dans la société, de m'engager, de pousser des coups de gueule, de faire réfléchir, d'appeler les gens à se rassembler. Pour ça que j'ai créé l'association Fraternité Générale, par exemple, etc. Voilà. Donc ça m'émeut. Qu'est-ce qui vous effraie?
Non, il n'y a rien qui m'effraie. Très honnêtement, je n'ai pas peur. Il y a des choses qui m'énervent, qui me mettent en colère. La bêtise, la suffisance, la vanité, la supériorité. Mais qui m'effraie, non. Non. Pour moi, vraiment, fondamentalement, tout est bien. Et qu'est-ce qui pourrait vous indigner, si tant est qu'il y ait quelque chose qui vous indigne? Alors là, beaucoup de choses. Justement, c'est ce que je vous dis. Il y a beaucoup de choses qui mettent en colère. C'est pour ça que j'ai écrit Démocratie en danger. Puis c'est pour ça que régulièrement, j'essaye de mettre mon petit grain de sel dans le débat public en tapant du poing sur la table. Bon, c'était pareil après les attentats, période où j'ai été extrêmement médiatisé, parce qu'il y avait beaucoup de choses. Vous vous souvenez, notre société qui était traumatisée avec cette question de l'islamisme, du terrorisme. On a payé un prix qui était extrêmement lourd, etc. Mais on entendait tout et n'importe quoi. Et donc, c'est à ce moment-là que, dans des moments comme ça, je me dis, je dois prendre la parole. Donc j'ai écrit mon plaidoyer pour la fraternité, j'ai écrit ma lettre ouverte au monde musulman, je suis beaucoup intervenu sur les plateaux de télé ou à la radio, etc. Parce que là, il me semblait que le rôle du philosophe, s'il en a encore un dans nos sociétés, c'est vraiment de faire entendre une voix de justesse. Je suis pas en train de dire aux autres j'ai la justesse. Je suis en train de dire je suis philosophe, c'est-à-dire vous pouvez compter sur moi parce que je cherche en permanence la justesse. Voilà. Je me rappelle d'ailleurs à cet égard il y a un texte qu'on lit plus du tout aujourd'hui, c'est Zoroastre, vous savez, l'ancêtre des monothéismes que Nietzsche appelait Zarathustra. Et quand vous lisez les Gathas de Zoroastre, c'est un très vieux texte, on dit que c'est le berceau du monothéisme, c'est au moins 1700 ans avant Jésus-Christ. Et Zoroastre s'adresse à son dieu qui s'appelle Ahura Mazda. Alors moi je fais pas pareil, je m'adresse pas à Ahura Mazda, mais le fond de l'intention est la même. Il dit donne-moi le discernement de ce qui est juste, ou aide-moi à trouver le discernement de ce qui est juste. Voilà. Et ça c'est vraiment l'exercice pour moi de la philosophie en situation, engagée dans la vie avec les autres sur des problèmes concrets, pas dans ma tour d'ivoire en train de me demander si je préfère Kant ou Hegel, on s'en fout. Vous voyez. Votre mantra ou la phrase que vous vous dites pour vous faire du bien? Alors, là, je vais revenir à ma culture musulmane, parce que dans l'islam, il y a une formule fondamentale qui est en arabe, la ilaha illallah. Et souvent, quand on la traduit, je dirais, de manière religieuse, c'est il n'y a de Dieu que Allah, ou il n'y a de Dieu que Dieu. Moi, c'est pas comme ça que je la comprends, et c'est pas comme ça qu'elle m'intéresse, et c'est pas comme ça qu'elle est présente dans ma vie. Pour moi, c'est il n'y a de réalité que la réalité. C'est quelque chose de très simple, c'est-à-dire c'est ce qu'on disait à propos de ce sage hindou tout à l'heure, tout est là. Si tu fais attention, t'as même pas besoin d'être dans ta vie dans un moment privilégié. C'est-à-dire, il y a des moments où je suis heureux, c'est vrai. Il y a des moments où je suis malheureux. Il y a des moments où c'est neutre, je suis ni heureux ni malheureux. Il y a des moments où j'ai mal, il y a des moments où je vais bien, il y a des moments où je suis avec, il y a des moments où je suis tout seul, etc. Mais cette phrase me dit, mais en réalité, il n'y a pas de privilège d'un moment sur un autre. Et oui, des fois tu vas mal. Et oui, des fois t'es pas bien. Et oui, des fois t'es bien. Et oui, tout ça. Mais tout ça, c'est la vie. C'est le génie de la vie. Et c'est le génie d'une réalité qui est infinie et qui n'arrête pas de jouer, comme disent les hindous, qui n'arrête pas de se métamorphoser. Donc reste dans la métamorphose. Laisse-toi traverser. Voilà. Même si, évidemment, dans la traversée, des fois ça tangue. Des fois ça va pas bien. Des fois t'es pas content. Des fois tu sais pas. Des fois t'es perdu. Des fois etc., etc. Mais il n'y a pas pour moi de privilège d'un moment de joie sur un moment de souffrance ou d'incertitude ou de solitude. Voilà. Et donc, c'est un mantra, effectivement, au sens fort du terme, c'est-à-dire que c'est une phrase que je me répète tous les jours. Voilà, c'est un exercice de méditation. Et comme je le fais depuis tellement longtemps, c'est-à-dire des décennies, c'est devenu une seconde nature. Voilà. Donc, ça me met à l'abri de rien. Je suis protégé de rien. Voilà, je cherche pas à m'installer dans un état psychologique particulier. Même si souvent je suis assez, je suis de bonne humeur. Je suis quelqu'un voilà, j'aime rire, j'aime plaisanter. Souvent je me sens bien. Je suis pas quelqu'un de particulièrement angoissé. Voilà, mais au-delà de ça, plus profondément, c'est cette région intérieure, encore une fois, où on s'assoit et où là on regarde la réalité. On est spectateur de cette réalité en soi, en dehors de soi, où en fait c'est bien. Voilà. Il y a quelque chose de profondément harmonieux. Il y a une note fondamentale qui continue de se dérouler avec toutes les petites vicissitudes de l'existence de mon petit ego ordinaire qui, comme les autres, fait ce qu'il peut, se débat, etc. Qu'est-ce qui vous fait du bien ? De parler avec d'autres et d'être avec d'autres, de plus en plus. Voilà. Et là encore, j'ai l'impression que j'ai découvert autrui à partir de la quarantaine. C'est une découverte tardive, donc désolé, pardon, pour tous ceux qui m'ont rencontré avant.
Mais c'est vrai que, voilà, par exemple, là on parle, je trouve ça vraiment très agréable. Eh bien, merci Abdenour. Avec plaisir. Merci Amalda Dole. Si la santé et la préservation de la vie en temps de pandémie nécessitent des décisions rapides et urgentes, justifie-t-elle pour autant l'oubli, même temporaire, de notre identité démocratique et républicaine ? On peut aujourd'hui regretter que le conseil scientifique Covid-19, composé d'une quinzaine de médecins, n'ait compris qu'une anthropologue et qu'un sociologue pour porter sa réflexion au-delà des enjeux sanitaires. Ce conseil n'aurait pas souffert et nous aurions, je le pense, tous profité de la présence de philosophes pour nous rappeler la pensée bergsonienne selon laquelle l'homme ne se distingue pas du vivant par la fin qu'il poursuit ou par une action efficace, mais par le caractère des moyens utilisés pour atteindre cette fin. Voilà, je vous donne rendez-vous sur bloomingnew.fr où vous trouverez la transcription de cet entretien avec toutes les références. Je vous dis à très vite pour de nouvelles rencontres et découvertes. Et en attendant, je vous souhaite tout le meilleur. À bientôt.